Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Nous recevons dans le cadre de ce magazine Le Point, Basile Olongo Mpongo, qui est initiateur et président de la coalition nationale populaire. Il est aussi président du Parti congolais socio-démocrate et coordonnateur d'une structure dénommée G26. Basile Olongo Mpongo est membre à part entière de l'Union sacrée de la Nation. Nous allons donc aujourd'hui revenir une fois de plus sur cette thématique, enjeux et dangers de l'Union sacrée de la Nation, avec en pointe aujourd'hui la nomination d'un Premier ministre, Sama Lukonde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, je n'ai pas dit que vous êtes un ancien vice-premier ministre et un ancien de l'Intérieur, bien sûr, et un ancien ministre de l'Intérieur ad interim. Et donc, lorsque on arrive aux responsabilités de l'État à ce niveau-là, est-ce que ça change la perception que nous avons, que le commun des mortels a de l'État? En tout cas, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on arrive à comprendre certaines réalités. La perception n'est pas la même du tout, parce qu'on se croit permis de tout faire. Et on s'est dit que lorsqu'on n'est pas à ce niveau-là, que l'État congolais, je parle de l'État congolais, dispose de beaucoup de moyens, et peut-être qu'il y a la mauvaise volonté ou la mauvaise foi dans les chefs des dirigeants de pouvoir aider la population. Mais lorsqu'on est à ce niveau-là et qu'on comprend très bien les réalités qui sont en face, on voit les choses autrement. Cela aussi dépend d'une personne à une autre. Oui. Et si l'on se met en cœur que, ben, écoutez, l'élévation que j'ai, c'est une charge qui m'est confiée pour pouvoir travailler et améliorer le vécu quotidien de mes compatriotes, on reste l'Indéco Basile qu'on a toujours connu et qui doit travailler pour l'intérêt de la population. Oui, mais voyez-vous, par exemple, cette histoire des Béni, vous êtes ministre de l'Intérieur, donc vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, assurant l'intérim. Et Béni, aujourd'hui, on dirait que avant-hier, hier, aujourd'hui et demain, ça sera la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir? Non, je ne pense pas que demain, ça sera la même chose. Nous avons une difficulté dans notre pays, c'est l'interruption de responsabilité qu'on nous confie. Par rapport à la situation qui se passe à l'est du pays, vous savez que les causes sont exogènes et endogènes. Et lorsqu'on se met pour travailler, enfin, d'éradiquer l'insécurité à l'Est, on est buté à une difficulté où les ministres, ceux qui travaillent, ce n'est pas seulement au niveau de l'intérieur, mais les ministres appelés à mener à bon port cette mission sont soit enlevés, soit remaniés, changés, et tout ça on interrompt. Je donne mon exemple. Vous savez que parmi les stratégies qu'on doit mettre en place pour pouvoir arrêter la guerre à l'Est, parmi les stratégies, je ne cite pas toutes, il y a l'éradication de la circulation ou de la prolifération des armes légères ou petits calibres qui se trouvent entre les mains des personnes qui ne sont pas habilitées de garder ces armes. Et pour ça, la République démocratique du Congo, à l'époque, a eu ce privilège de pouvoir diriger une structure qui est appelée REXA. C'est une structure régionale qui regroupe 15 pays. Eh bien, on était dans cette démarche pour pouvoir obtenir des moyens, enfin, de récupérer toutes les armes qui circulent dans ce coin-là. Et aussi bien réglementer le commerce des armes dans notre pays. Parce qu'on tue avec les armes. Quand vous récupérez ces armes, je ne pense pas. Il y a d'autres stratégies également. Mais hélas, à peine que j'avais commencé cette mission, tout s'est interrompu.
eh bien, on a laissé. Ces armes continuent à puller un peu partout et 2-3 personnes peuvent faire très mal à toute une communauté parce qu'ils ont des armes. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Alors, dire que non, demain, est-ce que ça sera la même chose? Non. Ainsi longtemps que nous savons déjà qu'il y a des causes exogènes qu'on peut déjà balayer, et là, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'y met sur le plan diplomatique. Et aussi, les causes endogènes, on y travaille déjà. Je pense s'il y a format du sérieux avec des gens qui ont la volonté de pouvoir mettre fin, eh bien, on va arriver à terminer la guerre à l'est du pays. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'Union sacrée de la nation. Vous avez cette plateforme, j'appelle ça comme ça, est beaucoup critiquée, évidemment, naturellement, par l'autre camp, dans la mesure où, entre autres, il est dit que l'Union sacrée de la nation, finalement, c'est une simple transhumance politique. Les acteurs qui, hier, étaient à gauche et aujourd'hui passent à droite. Un peu comme vous étiez aussi hier au FCC. Aujourd'hui, vous êtes membre à part entière de l'Union sacrée de la nation. Oui, bon, ils sont libres de pouvoir, on est en politique, de faire de critiques. Mais l'Union sacrée, vous devez comprendre que c'est une vision. C'est la vision du chef de l'État. Donc, à la vision, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'adhérer à la vision. Cette vision est née parce que j'ai suivi attentivement le président de la République. Cette vision est née suite à un contraste qui existe entre la richesse que nous avons dans notre pays et la pauvreté dans laquelle vit notre population. Ces contrastes-là, le président a réfléchi mille et une fois, il dit non, niet, il faut mettre fin. Et pour mettre fin à ces contrastes, et voilà, le président s'est dit, il faut une nouvelle conception de la gouvernance basée sur l'intérêt. Le résultat, une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats, dans l'intérêt de la population. Eh bien, même si vous étiez de l'autre côté, au FCC, et que vous aimez réellement ce pays, pourquoi ne pas adhérer à une vision pareille, où on dit nous devons, nous Congolais, avec les richesses que nous avons, nous devons jouir de nos richesses et nous devons quitter la pauvreté. Pourquoi refuser? C'est pourquoi on a vu tout le monde venir. Mais est-ce que tous ceux qui sont venus, ils sont venus de bon cœur? Cependant, il y a des critères que nous avons, nous en tant que précurseurs de l'Union sacrée. Ah, vous êtes précurseur de l'Union sacrée. C'est-à-dire vous étiez aux premières heures aux premières heures, lorsque le président a pensé pouvoir changer les choses, oui, je l'ai dit, aux premières heures, parce que pour pouvoir mettre en place cette vision et puis aller de l'avant, il fallait rompre ou carrément mettre fin à la coalition FCC-CACH. Et nous étions les pionniers. J'étais en tout cas les tout premiers, vraiment, je l'ai dit sans peur d'être contredit, lorsque j'ai vu que le FCC s'est mué en regroupement politique, c'est-à-dire il y a des ambitions claires de conquérir le pouvoir à tous les niveaux, automatiquement, il devrait être l'adversaire direct du président de la République. Et pour avoir un discours, le FCC devrait tout faire pour faire échouer le président de la République. Et vous avez suivi les discours du chef de l'État. Oui, oui. Il a enduré des injures, des humiliations, et ça, c'était planifié. Est-ce que ça correspondait à une réalité? Parce que de l'autre côté, on a dit, mais comment voulez-vous que le président de la République préside toutes les réunions du Conseil et puis, en même temps, on dise que c'est le Premier ministre qui est à la base de l'échec. Non, je vais retracer parce qu'aujourd'hui, vous avez une belle émission, on doit dire la vérité aux gens. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir. Il n'a pas sorti un Premier ministre de ses entrailles. Il a travaillé avec le Premier ministre qu'il a trouvé, c'était Bruno Tshibala. Vous vous rappelez que le président de la République nomme un directeur général de la GECAMIN et son adjoint, il nomme aussi à la SNCC, et le ministre de portefeuille refuse de notifier
les concerner tout simplement parce qu'il a reçu un ordre de Kingakati de ne pas le faire. Vous comprenez l'humiliation? Quand bien même le président continue à présider et à réunir tout ça, non, on ne le fait pas. Le président de la République, comme on vous a dit, qui présidait les conseils des ministres, réuni en conseil des ministres avec le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, on décide que non, il faudrait que le Premier ministre, chef du gouvernement, et les ministres en charge de relations avec le Parlement puissent organiser la cérémonie de la prestation de serment de juge. Oui. Décidé en conseil des ministres. Le Premier ministre était là, présent. On sort du conseil des ministres, ils vont aller faire autre chose. C'est ça l'humiliation. Il s'est mis en rébellion. Oui, parce qu'ils disaient que le président de la République violait la Non, Constitution. le Premier ministre n'est pas habilité de juger l'inconstitutionnalité des actes pris par le président de la République. Mais non, il y a une structure qui existe. Ce n'est pas lui, à son niveau, qu'il devrait faire ça. Donc ça, on ferme directement la parenthèse pour vous dire que le président a encaissé. Et pour y aller, donc, nous, on ne pouvait pas s'y porter. Même les réactions de l'ancien bureau de l'Assemblée et du Sénat, tout ça, on a tellement encaissé que la coalition nationale populaire a pris une décision courageuse pour dire au président de la République qu'on devrait mettre fin à cette histoire FCC cash et qu'on devrait organiser les Congolais autrement. Oui, c'est quelqu'un qui écoute. Il a écouté, eh bien, il nous a parlé de sa vision. Nous avons adhéré, c'est pourquoi nous disons que nous sommes précurseurs de l'Union sacrée. Nous avons adhéré. Le reste, même, vous avez évoqué ici la question de la transhumance, et très souvent les gens parlent de la majorité que l'on déclare à l'entrée, tout ça, au début du mandat, mais posez un peu la question à tous ceux-là qui racontent ces choses-là. La majorité, elle est déclarée par rapport à quoi? Ah oui, lorsqu'on organise les élections, la CENI, en proclamant les résultats, nous dit clairement s'il y a un parti qui a gagné, c'est-à-dire la majorité, c'est par rapport à la vision de ce parti qui a gagné les élections, au pouvoir qui sera mis en place par ce parti qui a gagné les élections. Eh bien, on a suivi Corneille Nangaa lorsqu'il a proclamé les élections. Il n'y avait pas un seul parti politique qui a fait la majorité. Donc, ce qu'on avait comme majorité, c'est une coalition qui était mise en place, autour d'un pouvoir. Et le pouvoir ne se trouvait pas au FCC. Ils se sont mis autour d'une personne, Joseph Kabila, et Kabila a cherché à tisser, à signer des accords avec celui qui détenait le pouvoir, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, mais ils disent plutôt que la majorité parlementaire est constatée au début de la législature. Très bien. Vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. Constater, elle se décline par rapport à quoi? Vous constatez la majorité, oui, la majorité, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est ça qu'on ne vous a jamais dit, j'ai cherché une occasion pareille. Par rapport à quoi? Majorité, c'est-à-dire un nombre élevé de députés, 251 députés. Par rapport à quoi? Vous êtes majorité par rapport à quoi? Cette majorité se décline par rapport à quoi? C'est ce qu'on n'a jamais dit. Ça se décline par rapport au pouvoir, c'est-à-dire au programme que détient ce parti qui a gagné les résultats. Eh bien, si on n'a pas gagné les résultats, ça sera par rapport à un pouvoir. Et le pouvoir, à l'époque, c'était cette mise ensemble entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous constatez que cette majorité se décline par rapport au pouvoir qu'a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est clair, il n'y a pas des histoires de transhumance ou quoi. C'est logique, c'est ça. Alors, parlons un peu des enjeux. Pourquoi aujourd'hui cette autre majorité va être plus performante et différente de la coalition d'avant qui avait peut-être le même nombre de députés Ouais. Vous avez, d'ailleurs, c'était une question qu'on allait escamoter, vous êtes revenu sur ça.
Donc, ceux qui jadis hier étaient dans le FCC, qui combattaient le président, qui faisaient tout pour que le président échoue, aujourd'hui ils sont dans le FCC, dans l'Union sacrée, et nous voyons qu'il y a un nombre considérable, plus de 390 députés, tout ça, et d'autres structures qui ne sont pas au Parlement, autour du président de la République. Qu'est-ce qui va changer? Oui, la première des choses qu'il faut savoir, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Aujourd'hui, ceux qui sont venus autour du président, ils ont changé. Ils ont changé, on va observer, on va voir ce qu'ils vont produire. Mais déjà, il y a quelques signes qui ne trompent pas, parce qu'on s'est rendu compte que le bureau de l'Assemblée nationale, à son temps dirigé par l'honorable Janine Mabunda, et le bureau du Sénat et le gouvernement Ilunga Ilunkamba, ce sont là les éléments qui cherchaient à plomber le développement de ce pays. Mais nous avons vu ces mêmes personnes hier qui étaient de l'autre côté, qui sont venus dans l'Union sacrée, qui ont pris une décision courageuse de chasser les bureaux Mabunda, de chasser les bureaux Tambo Mamba et de chasser aussi le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ça prouve que non, ils ont changé parce que ça ne peut pas nous étonner. La Bible nous enseigne beaucoup de choses. On a vu l'apôtre Paul, appelé à son temps Silas, un juriste qui persécutait les chrétiens. Mais lorsqu'il a changé, lorsqu'il a rencontré Christ, aujourd'hui, apôtre Paul, le travail qu'il a fait pour l'évangélisation, eh ben pour le christianisme, dépasse tout entendement. Donc ceux qui sont venus là, moi je crois, ils ont montré des signes très forts qui prouvent que lorsqu'on va avancer avec eux, et comme c'est dans l'intérêt de changer les Congos vont changer. Oui, mais ici, il s'agit des choses plus concrètes, les vécus quotidiens de la population. Comme disait quelqu'un, Père son âme, Arthur Zaïd Dingoma, il n'y a de politique que le social. Ce social n'était pas fameux hier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une baguette magique qui va subitement mettre à disposition de la population ce qui lui manquait hier? Parce que les pays étant toujours dans le même environnement économique et financier. Très bien. Vous savez que si on ne fait pas très attention, on risque de vivre la même situation jusqu'à la fin du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier élément qui a changé, c'est la volonté du président Félix de pouvoir changer ce pays, de rompre avec la pauvreté, changer ce pays. Le deuxième élément sur lequel nous devons faire très attention et qui justifie même votre question, c'est les moyens que nous disposons pour pouvoir agir et changer ce pays. Tout ce que nous avons vécu bien avant était dû au fait que la volonté de pouvoir changer ce pays était minime et aussi les moyens ne suffisaient pas. Quand je parle de moyens, je vois les moyens humains et les moyens financiers. Je mets l'accent surtout sur les moyens financiers. L'épée des moyens financiers, les moyens financiers qui tombaient, ben, on le mettait dans la poche des gens. Mais aujourd'hui, je pense cet aspect-là, de pouvoir prendre le peu de moyens, mettre dans les poches, eh ben, ça s'est mis de côté. Mais il y a une chose, j'ai suivi l'analyse d'un politicien, je peux citer son nom, l'honorable Adolphe Muzitu. Eh ben, oui, en tant qu'opposant, il a fait son analyse. Oui, il a dit que les social ne changera pas. Les social ne changera pas. Ce n'est pas à négliger, parce que tout responsable avisé. Aujourd'hui, on s'est dit que voilà, le budget 2021 est d'à peu près 6,7 milliards. Muzitu le sait très bien, et moi, et l'actuel Premier ministre, et tous ceux qui sont passés par le gouvernement, que l'enveloppe salariale varie entre 300 et 330 millions le mois. Eh ben, ça nous fait quelque chose comme 3,8 milliards pour l'enveloppe salariale. Donc déjà la moitié du budget. Oui, oui, sauf si on y ajoute le fonctionnement, nous sommes à 4,6. C'est un budget qui ne sert qu'au fonctionnement. Non, non, écoutez. Et lorsqu'on doit tenir compte du fonds de ménage pour l'armée et la couverture sécuritaire, nous avons fini tous les budgets. Et c'est là
si et seulement si le Premier ministre qui sera là fait tous les efforts possibles et arrive à récupérer tout l'argent tel que prévu. Or, de tous les gouvernements qui se sont succédés, on a la maladie, un défaut, là où nous avons tous péché, c'est la maximisation de recettes. On n'arrive pas. 2, le budget qui est mis en place dépend aussi à 35% ou 40% de l'extérieur. Comme présentement, là, nous attendons 1,9 milliard de la Banque mondiale. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui va amener le changement par rapport à tous les gouvernements qui sont succédés? Ce qui va confondre le Premier ministre honoraire Mouzitou, c'est quoi? C'est la solution que nous détenons. Laquelle? Ici, par exemple, je l'ai dit et je vais le répéter au cours de votre mission. Moi, j'ai la possibilité de mettre à la disposition de l'actuel Premier ministre, en dehors de ce qui est prévu dans le budget, 10 à 15 milliards de dollars cette année. Et l'argent se trouve ici, dans le pays. Ici au pays. Ah bon? Ah ben oui. À l'époque du président honoraire Joseph Kabila, je l'ai dit en plein conseil des ministres. J'ai insisté parce que je n'avais ras-le-bol. Chaque fois on s'est réunis, tous les ministres autour du président de la République, et nous disons que nous n'avons pas d'argent, écoutez, faisons ceci, faisons cela. Lorsqu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on avait un fonds secret de recherche de 60 000 dollars américains le mois, à Brazzaville, le ministre de l'Intérieur a 5 millions de dollars comme fonds secret de recherche. Vous comprenez? Et là, ça me tapait sur les nerfs. Et les 10 milliards dont vous parlez, vous le trouvez? J'ai dit au président de la République que ça ne pouvait pas continuer. J'ai parlé avec le ministre des Finances à l'époque, Iav. J'ai parlé à son directeur de cabinet à l'époque, Néhémie. J'ai parlé au Premier ministre Tchibala. Le président honoraire leur a exigé, séance tenante, de prendre en considération ce que je leur dis, de s'approcher, de venir vers moi et de suivre ce que je leur dis. Et puis, on avance. Maintenant, là, l'argent est là. C'est question de réunir de préalables administratifs, on les fait, je ne demande rien, c'est ce qu'il faut faire. Et à cela, comme j'ai compris, et avec tout ce qu'il y a comme bousculade par rapport au gouvernement, j'anticipe ce que vous avez annoncé ici, nous avons un Premier ministre. Ceux qui doivent venir au gouvernement, le tout premier critère, c'est la compétence. Et cette compétence doit être prouvée. Ne viens pas nous dire, non, moi j'ai étudié tout ça dans des grandes universités du monde, même tout ça, la planète Mars, je suis allé là-bas. Non. Ici, il y a un problème qui se pose au pays. Nous n'arrivons pas à développer notre pays parce que nous avons un petit budget, un budget faible de 6 milliards. Quand vous dites que vous êtes compétent, c'est-à-dire vous venez pour que ce budget soit multiplié par 3 ou par 5. Oui. Et moi, je propose qu'on fasse signer des fiches d'engagement à tous les ministres. Oui, je viens au gouvernement parce que je suis mandaté par ma structure, parce que j'ai apporté autant de députés, parce que tout ça, ok, je m'engage que mon apport durant cette année 2021 ne peut pas être en deçà de 400 millions de dollars. Avant 6 mois. Mais vous savez que... Non, j'en arrive. Vous faites cet engagement et vous dites qu'à défaut de ne pas le faire, premièrement, mon limogeage du gouvernement dans les 6 mois, à défaut de ne pas le faire, j'accepte que j'ai commis une escroquerie politique et que je mérite la prison 3 mois et après la prison, une relégation dans mon village pendant 18 mois. Oui, ça va mettre fin, ça va arrêter avec cette histoire de jeunes, de femmes, de vieux. Vous venez au gouvernement, quel est votre rapport? Parce qu'on veut résoudre un problème. Mais vous savez, on revient même à la question que j'avais posée au départ. C'est, quand j'ai parlé de transhumance, il y a des habitudes dans la pratique politicienne ici en République démocratique du Congo qui considèrent notamment que les faits d'arriver au gouvernement, c'est la consécration d'une lutte politique, c'est les salaires d'une lutte politique et non
la cristallisation d'une compétence. Le président Rarement des ministres compétents sont désignés par... Le président de la République va mettre en place, il a démontré par la désignation du Premier ministre, il va mettre en place un gouvernement qui va répondre aux attentes des Congolais. Il n'est pas influençable pour se laisser faire, pour dire non, écoutez, moi, voilà, j'ai des députés comme ça. Non, on veut résoudre un problème et on ne prendra que des gens capables et compétents. Ce que je vous dis ici, ce du jamais vu en République démocratique du Congo, la fiche d'engagement, on n'a jamais signé. Et je propose, je pars encore plus loin, que dans l'ordonnance du président de la République portant fixation des attributions de membres du gouvernement, au premier point de chaque ministère, lorsqu'on dit concevoir la politique du ministère, et on doit ajouter, et amener comme apport 300 à 400 millions dans 6 mois. Vous êtes... tous les postes ministériels ne sont pas nécessairement liés à des recettes. Hein. Non, non, il y a quelques-uns. Par exemple, l'éducation, où on voit les PST, et puis l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis, bon, le reste, il y a moyen. Mais si je me mets à expliquer ici comment chaque ministère peut apporter, on va dire que je suis orgueilleux, je suis quoi. Je vous donne un exemple. Oui. Je vous donne un exemple. Oui. Je prends le ministère de l'Environnement. On a toujours perçu la taxe de pollution. Oui. Au niveau des usines, c'est une taxe peut-être qui ne dépasse pas des 1 000, 5 000 $. J'exagère, 5 000 $. Mais en discutant avec mon collègue égyptien, qui jusqu'aujourd'hui est au pouvoir, j'ai discuté avec lui lorsque moi j'étais au gouvernement. Il est ministre de l'Intérieur ou bien de l'Environnement? Non, non, il est ministre de l'Environnement. Comment ça se passe là-bas? Pour lutter contre la pollution, on produit des membranes. Le ministère produit des membranes. On vous vend ces membranes-là. Ça dépend des eaux usées que vous déversez, vos effluents que vous déversez. Plus vous n'entretenez pas votre usine pour ne pas sortir, pour ne pas trop polluer, plus vous dépensez. Donc par jour, vous pouvez utiliser 100 à 200 membranes de 20 $. C'est-à-dire par jour, vous pouvez dépenser 4 à 5 000 $. C'est que nous percevons, nous, par an. Donc là, c'est par jour. Et pour réglementer cela, eh bien, l'usine doit se discipliner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? On a plein d'usines qui déversent les effluents. Donc ça, c'est une grande poubelle. Oui, oui, ça, ce n'est qu'un exemple où rien que sur base de cette taxe, l'environnement peut, à lui seul comme ministère, amener plus de 2 milliards de $. Oui, je vais vous poser la question, on va, sur les profils, justement, vous avez des... Et je n'ai pas escamoté, je n'ai pas escamoté la question que vous avez posée, comment aurais-je ces 10 milliards pour donner... oui, oui, très intéressant. Hein. Non, ben, si je dévoile ici, je deviens inutile. Voilà. Si je dévoile comment je vais donner ces 10 milliards, mais je deviens inutile, tout le monde va sauter là-dessus et dire comment il va faire. Mais c'est que je peux vous rassurer, c'est que je peux vous rassurer que moi personnellement, je suis le tout premier, je me propose comme David. David, pour battre Goliath, on ne l'avait pas choisi. Il s'était proposé parce qu'il savait qu'il avait un Dieu et qu'il avait une stratégie. Ils n'ont pas vu la lance, mais ils savaient ce qu'il allait amener. Moi également, je me propose et j'ai dit que les autres aussi fassent comme moi. Je me propose et je prends un engagement écrit. J'écris ce que je vous ai dit là. Et à la fin, je dis que je jure que c'est sincère, je vais amener cet argent dans autant de mois. À défaut de ne pas le faire, je mérite la prison, je mérite la relégation. Et que les autres suivent. Ça va mettre fin. Je pense que la semaine prochaine, vous me verrez en train de sillonner dans de différents bureaux, partout, pour expliquer et convaincre que les gens doivent signer la fiche d'engagement. Sinon, allez-y comprendre. Bon, alors, là, on a eu un aperçu des enjeux, donc des avantages de cette coalition. Non, qu'est-ce que j'ai dit? De l'Union Sacrée de la Nation. Non, de l'Union Sacrée de la Nation. Oui. Vous avez présenté plus ou moins les avantages. Mais la question pour les dangers, c'était enjeux et dangers. Les dangers aujourd'hui, est-ce que
on n'est pas en train d'installer le président de la République sur un piédestal pour en faire une sorte de dictateur positif et tomber dans l'écume de la personnalité aussi. Non. Avant que je réponde à votre question, je pense que votre danger, on n'a pas fini. On risque de croire qu'on n'a parlé que de cela. Non. L'union sacrée, la vision du président de la République est que nous devons améliorer d'une manière significative la vie de la population congolaise. Vous savez que nous avons, la plupart des Congolais, 70% des Congolais habitent en milieu, les milieux ruraux, périurbains et dans des campagnes. Et vous savez que nous avons 87 000 kilomètres de routes de cette agricole. Vous savez également que dans les 145 territoires que nous avons dans ces pays, nous avons 721 secteurs et chefferies. Nous avons 5 375 groupements et nous avons 173 000 villages à moderniser. Donc le bilan que le président de la République va présenter bientôt là à la population congolaise, c'est pour vous dire que nous avons ouvert et stabilisé 87 000 kilomètres de routes de cette agricole. C'est-à-dire vous pouvez quitter ici, mon frère John, vous quittez Kinshasa et vous arrivez jusque dans votre village avec une voiture Ketch. Nous avons plus de 150 ponts à jeter et à faire. C'est un bilan. Ils attendent, ils vont nous juger par rapport à cela. Et c'est pourquoi nous disons, on ne va pas les puiser avec l'argent du trésor public. Nous allons produire l'argent pour faire ça. Et maintenant, c'est ça les soutiens du président. Et là, vous parlez comme ancien ministre de l'Intérieur, donc vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, parce que vous parlez des choses que vous connaissez. Hein. Oui, et on va le faire. Et à cela, on dit, on ne va pas accepter de prendre des gens qui viendront apprendre au gouvernement. Parce que le temps que nous avons maintenant là est trop court. Vous comprenez? Quand je le disais à son temps, que les glissements à la pointe, qu'il faudrait agir, on n'a pas agi. Et aujourd'hui, il y a la CENI qui me rejoint, qui me dit que non, le glissement devient incontournable. Mais là, on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle pas aujourd'hui, on en parlera plus tard. Et alors la question que je vous posais, c'était un dictateur. Les risques de transformer le président de la République en un gentil dictateur. Non. On ne doit pas confondre la rigueur que le président de la République doit avoir pour que les choses changent et la dictature qu'on a connue dans ces pays. Donc, et dans d'autres pays, comme vous savez, à travers le monde, le président doit être rigoureux. Le président doit savoir prendre des décisions courageuses. Et il le fait déjà. Les autres, il a tapé du poing les autres l'accusent déjà de violer la Constitution, donc on est mal parti. Mais je pense que c'est normal lorsqu'on est en perte de vitesse de les dire, étant donné que nous avons une structure habilitée de juger l'inconstitutionnalité des actes posés par le président de la République, qui jusque-là ne l'a pas encore fait, c'est insulter la Cour constitutionnelle. Dire que nous avons des juges incompétents, qui ne font pas leur travail. Moi, je ne pense pas, je ne vais pas adhérer dans cette démarche-là prônée par nos amis de FCC et de la MOUCA, que sais-je encore. Donc, jusque-là, on nous dit que ce que le président fait est constitutionnel et on l'appuie dans ce sens-là. Oui, alors maintenant, venons-en au profil des membres du gouvernement et surtout à la mission de ce gouvernement Sama. C'est un vrai gouvernement de mission qui n'aura pas beaucoup de temps, qui doit faire partie, selon vous, quel est le profil et quels devraient être les objectifs urgents de ce gouvernement? Oui, je commence par le profil. Je vous ai parlé de la compétence. Oui. Cette compétence-là, et que non, qu'on ait des ministres quand même qui sont à l'école, pas comme on avait les vice-ministres là, des hydrocarbures qui vous a raconté des histoires là-bas, tout ça. Pas des gens comme ça. Donc, qu'on ait quand même des ministres compétents. Et cette compétence doit se démontrer dans l'esprit de créativité, dans l'esprit d'initiative qu'ils doivent prendre et surtout dans la capacité managériale de pouvoir apporter au moins
400 millions pour cette année 2021 dans 6 mois. Mais qui doit juger de cela? C'est parce que vous savez, les ministres sont proposés par les regroupements politiques, les formations politiques. Qui doit juger de cela? Le Premier ministre doit remettre à chaque regroupement politique une fiche d'engagement. On vous remet pour chaque ministre que vous proposez. Vous proposez M. Basile Olongo à tel ministère? Oui. M. Basile, allez signer. Vous savez que si vous êtes à mesure, dans 6 mois ici, en 2021, d'apporter au trésor public 400 millions de dollars, signez. D'abord, entre nous, dites-nous comment vous allez faire. Vous expliquez là-bas et vous convainquez. Vous allez signer et en bas là-bas, c'est clairement dit que vous vous engagez sur votre honneur. Ne pas le faire, c'est votre limogeage dans 6 mois. Ne pas le faire, c'est votre arrestation pour 3 ans, 3 mois de prison. Ne pas le faire, c'est votre relégation pendant 18 mois. Vous devez rentrer dans votre village, pas dans votre groupement, village directement. Mais pour quelle raison? Là, vous faites peur non. De l'escroquerie politique, parce qu'il fallait laisser ceux qui sont compétents aller travailler. Vous savez qu'il y a une stratégie, je ne préfère pas mettre des gens mal à l'aise, nous sommes déjà une famille, mais il y a une des stratégies qui a été avancée au FCC, en disant que non, les caciques du FCC devraient venir dans l'Union sacrée pour noyauter d'abord ceux qui étaient vrais, les vrais adhérents acquis à la vision du président de la République et d'aider faire échouer la vision du président de la République. Ah bon? On est regardant. Oui, on n'est pas distrait, on est regardant. L'arbre, on le reconnaît par ce fruit. On va voir que ce fruit-là ne convient pas. Au début, vous avez senti les gens dire « Oui, je suis dans FCC, mais écoutez, pour que les choses marchent, il faudrait que le président Félix aille dialoguer avec le président sortant, le président honoraire, Joseph Kabila. » Ça, qu'est-ce que ça a à voir? Le président Félix est président, il a une vision, il est en train de travailler. Lorsqu'il trouve qu'ici il y a un problème, qu'il faille consulter celui qui était bien avant là-bas, il le fait. Mais est-ce que c'est conditionné pour que l'union sacrée puisse avancer? Ça, c'est dangereux. Donc, premier critère, nous avons dit compétence. Deuxième critère, la loyauté. Troisième critère, la moralité. Il ne faut pas qu'on trouve de ministres. Il faut qu'on ait de ministres comme le Premier ministre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas cité dans les rapports mapping, celui qui n'est pas cité dans des détournements de fonds, celui qui n'est pas dans des complicités que nous connaissons, que nous désapprouvons ici dans ce pays, celui qui n'est pas dans des tueries mais que là, nous sommes en train... vous ouvrez une brèche pour que tous les rapports qui circulent à travers le monde, vrai ou faux, puissent tomber sur la table. Les faux, on saura que c'est faux. Ce qui est vrai, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai, on sait que c'est elle qui a commandité qu'on puisse abattre l'avion ici en République démocratique du Congo qui a occasionné mort d'homme. On sait que c'est elle, avec tel qui ont demandé à ce qu'on coupe de l'eau et de l'électricité ici, que les gens meurent. On sait que c'est elle et tel qui a pillé Bukangalonzo. Nous savons ceux qui ont pris les GOPAS. Oui, on sait ceux qui ont détourné les concessions minières. Et heureusement encore que le Premier ministre vient de la Gécamine. On en sait quelque chose. On sait ceux qui ont trempé dans de magouilles. On sait ceux qui sont cités. Le rapport mapping n'est pas faux. Nous savons ceux qui sont cités là-dedans parce qu'on peut prendre quelqu'un de ce rapport-là, on les place, eh bien il se déplace, il va en mission en Europe, il est pris comme Roger Lumbala. Ah oui. Ah ben, vous comprenez? Donc, nous le disons, qu'on prenne des gens comme on a pris le Premier ministre, ben, quelqu'un qui est rassembleur, qui n'a pas de problème avec les gens, qui n'a pas de problème. Alors, maintenant, on va peut-être... Donc, je n'ai pas fini par rapport aux critères, ça c'est la moralité, j'ai Oui. parlé de la compétence, j'ai parlé de la loyauté, j'ai parlé de la moralité, et il faut ajouter à cela les combattants de premières heures. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont combattu avec le président de la République. Pour qu'il arrive là où il est, il ne faut pas que l'arrivée de tout le monde dans l'union sacrée, qu'on puisse mettre l'UDPS et ses alliés de côté, qu'on puisse mettre ceux qui ont été avec lui, que nous appelons les groupes Enyanya. Non, quand ils étaient là,
ensemble. Moi, par exemple, je n'étais pas avec eux. Eh bien, qu'on regarde et pour qu'on reprenne. Vous comprenez? Alors, ça risque d'être une coterie, là. Non, pas une coterie, c'est-à-dire... Comme on dit à Lingala, une licopa. Non, ils se sont battus pour avoir le pouvoir. Ils se sont retrouvés à Beni, Oyo Baba Maki Bangoba Milangi. Ayunanga Tuzalaki. Alors, ce n'est pas aujourd'hui parce que ceux qui hier criaient haut et fort, empêchaient à ce que le président Félix avance, insultaient le président nuit et jour. Aujourd'hui, bon, eh ben, ce sont des saints. Au nom de la réconciliation. Au nom de la réconciliation. Ouais. Eh ben, au nom de la réconciliation, ils peuvent aller comme ambassadeurs. Dites-nous, Basile Olongo, c'est pour terminer l'émission, quels devraient être les objectifs majeurs de ce gouvernement. Ouais. La première des choses, c'est la sécurité. Sans la paix, sans la sécurité dans notre pays, aucun développement n'est possible. Et surtout à l'est de notre pays. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. Deuxièmement, c'est que la gratuité de l'enseignement, qui était en train d'être torpillée, puisse être effectivement réelle. Troisième chose, ce gouvernement, je vous ai dit, doit ouvrir et stabiliser 87 000 km des routes de cette agricole. Donc, tous nos paysans là où ils sont, arrangés. Ce gouvernement doit régler les problèmes d'énergie, l'eau et l'électricité à notre population. Ce gouvernement doit résoudre le problème de santé. Ce gouvernement ici. Et c'est possible. Je vous dis, avec les 10 premiers milliards qui vont tomber en dehors du trésor public, c'est faisable. Si je me mets à expliquer ici on fera une autre émission. Je promets qu'on fera avec vous une autre émission. Je le promets. Oui, ça va avancer. Donc, ce gouvernement, voilà, doit donner du travail aux gens. Je vous donne une petite illustration. Vous savez que nous sommes un don de Dieu béni. Je prends la ville de Kinshasa. Tout ce que vous avez comme immondice ici, c'est de l'argent, vous n'avez pas d'idée. Juste un simple projet qui coûte 16 millions de dollars pour la production du carburant à partir de déchets plastiques, des bouteilles en plastique que nous avons ici, peut nous faire engager 230 000 personnes. Avec quel salaire? 500 dollars comme salaire. Et vous savez qu'ici, dans notre pays, quand une personne a du travail, c'est 10 dépendants qui sont autour de lui. Donc rien qu'ici à Kinshasa, avec 16 millions de dollars, nous pouvons donner à 2 300 000 personnes du travail ici à Kinshasa. Et nous sommes bénis. Avec tout ce que nous avons comme déchets ici. Nous disons que non, ça ne va pas. Non. La tête, c'est l'argent. La tête, ça doit travailler. Donc, ça, c'est un petit exemple. Vous étiez en train de demander. Oui. Et c'est là, non seulement que c'est un investissement de 16 millions de dollars, mais chaque mois en retour, nous avons un bénéfice de 150 millions de dollars. Parce que nous allons produire du carburant. Avec 1 million de tonnes de déchets, nous produisons 4 900 barils de gasoil. Alors, pour terminer, je vous donne un mot pour terminer, Basile Olongo. J'avais beaucoup de choses à dire. Oui, les Congolais doivent garder. J'ai promis qu'on fera une deuxième émission. Les Congolais doivent garder espoir. Le président Félix avait dédié ce pays entre les mains de l'Éternel. Il ne sera jamais confus. Je vous dis et je vous répète, c'est le seul président qui va accomplir toutes ses promesses et aller au-delà. Je sais que, parce qu'on doit faire ce qu'on est déterminé à faire, il y a les ennemis du Congo qui, en suivant cette émission, vont dire non, il faut écarter ces messieurs. Il faut l'écarter. Vous voyez, ils commencent très mal. Ils nous imposent de signer une fiche d'engagement. Mais si vous refusez de signer la fiche, moi, je vais la signer seul, entrer dans ce gouvernement pour donner l'argent au Premier ministre en dehors de l'argent qu'on a prévu dans le trésor public. Donc, on a mis notre intelligence pour pouvoir travailler, mais il faut amener des moyens pour agir. Sans moyens,
tous ces projets seront jetés dans les oubliettes. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez de partout. À très bientôt et au revoir.